Le monde des Grands Prix débarquait enfin en Europe pour la 5e manche du championnat et c'est sous une pluie battante que tous les pilotes ont été accueillis, en tout cas pendant les 2 premiers jours. Par chance, les 3 courses se sont déroulées sur le sec le dimanche, même si Dame Nature et Dame Pluie ont quand même pointé le bout de leur nez durant la Moto 2. Tout ça pour provoquer une situation assez exceptionnelle. En tout cas, c'est un week-end brillant pour les Français qui écrivent une nouvelle fois l'histoire des championnats du monde, également avec un autre Français sur qui je vais laisser un petit mot, Hugo De Cancellis, qui vient s'offrir sa première victoire en championnat du monde Super Sport 300 ce week-end. Un immense bravo à lui. Pluie, chute, drapeau rouge, marseillaise, bref, c'était un week-end intense qu'on a vécu à Portimao. Et je vous fais un récap non pas en 5 mais en 3 points. Un petit peu inhabituel, mais en même temps je sors la vidéo le mardi, j'étais malade, tout ça, bref. Allez, c'est parti. Le week-end n'avait pourtant pas très bien commencé pour Sergio Garcia. Il était en difficulté sous la pluie durant les 2 premiers jours et il a même enchaîné beaucoup de chutes, dont 3 dans une seule et même séance. En plus de ça, il ressortait aussi d'une chute à Austin qui lui avait fait perdre les commandes du championnat. Bref, c'était pas la forme pour lui. Mais la chance semblait quand même être de son côté pour le dimanche puisque la pluie ne semblait pas faire partie de cette grille de départ. De son côté, Garcia s'est lancé donc de la 6e position, mais il ne lui faudra que 2 tours pour prendre la tête de la course et même commencer à s'échapper. Il restera donc leader de celle-ci pendant un long moment jusqu'à ce que son coéquipier Izan Guevara ne revienne sur lui, ramenant au passage Ayumu Sasaki, Denis Onju et même Jaume Masia. Une bataille commence alors dans les derniers tours entre tous ces hommes-là, mais le Sergio Garcia restera le plus réfléchi de tous. Il laissera les autres se battre entre eux dans le dernier tour et profitera du chahut général pour reprendre la tête de course et creuser un écart qui le rendra intouchable jusqu'à la fin de celle-ci. L'autre bonne nouvelle, c'est que ses adversaires directs au championnat, en l'occurrence Denis Foggia et Andrea Mignot, ne sont pas sur le podium ce week-end, ça fait de très beaux points de repris. Garcia vient donc s'imposer pour la 6e fois de sa carrière en Moto 3 devant Jaume Masia et Ayumu Sasaki qui doivent s'avouer vaincus face au pilote Gaz. Nous noterons aussi la 14e place de Lorenzo Felon qui prend 2 nouveaux points en championnat du monde après s'être qualifié brillamment en première ligne ce samedi, mais qui n'aura pas réussi à tenir le rythme imposé devant. L'expérience est prise pour notre Français, ça ne peut qu'aller mieux désormais. Côté championnat, le Sergio Garcia reprend la tête de celui-ci avec seulement un petit point d'avance sur Denis Foggia, mais devance Jaume Masia, 3e avec 29 points. Rendez-vous maintenant à Jerez ce week-end pour peut-être une première lutte entre les 2 leaders. Un point pour une victoire française, 2 points pour une 2e place française et 3 points pour un doublé français en MotoGP. Le genre de scénario qui fait rêver dans la catégorie reine et qu'on a vu revenir. Après le magnifique doublé du Grand Prix du Qatar en 2021 avec la victoire de Quartararo et la 2e place de Johann Zarco, nos 2 Français ont remis le couvert ce week-end à Portimao pour notre plus grand bonheur. Là aussi, le week-end commençait un petit peu délicatement, surtout pour Fabio Quartararo puisque la pluie faisait rage durant les essais et on sait que Fabio, c'est pas tellement des conditions qu'il apprécie plus que ça. En revanche, conditions plutôt appréciées par Johann Zarco, surtout quand la piste commence à sécher. C'est d'ailleurs une pole position que Johann ira chercher en Q2 et même Fabio aura pu aller la chercher, mais il y a eu un drapeau jaune qui lui a annulé son tour à ce moment-là. Il partira quand même 5e, ce qui est pas mal du tout. Peu importe sa 5e place, ça montre une chose, nos Français seront on fire pour le dimanche normalement. Et on l'a vu dès le warm-up avec un Fabio Quartararo galvanisé sur piste sèche qui a pu montrer son plein potentiel en allant tout simplement chercher le meilleur temps du warm-up. Dès le départ de la course, Johann ne profitera pas pleinement de sa première position sur la grille et perdra quelques places dans les premiers virages. Fabio, lui, fera le contraire puisqu'il ira rapidement se positionner 2e, prêt à attaquer Joan Mir qui avait fait le meilleur en vol. Il ne faudra que quelques tours à Fabio pour porter une attaque sur le pilote Suzuki. Et là, c'est un festival qui commence pour El Diablo. Il enchaîne les tours avec une régularité incroyable, mais surtout, des chronos plus que rapides qui le mettra immédiatement à l'abri de toute attaque, portant même son avance jusqu'à plus de 5 secondes. Côté Johann Zarco, on arrive à reprendre quelques positions. Il remontera les pilotes un à un jusqu'à arriver sur Joan Mir et butera un petit moment sur lui. Il finira par se rapprocher suffisamment de la Suzuki pour la doubler avec sa puissante Ducati et se mettra à l'abri dès le premier virage. De là, il ferme les portes à Joan Mir jusqu'à ce qu'un certain Jack Miller ne vienne lui donner un petit coup de main. Et en fait, pas qu'un petit coup de main. Mir étant très difficile à doubler au premier virage grâce à son immense freinage, Miller tentera de repousser le sien le plus longtemps possible mais perdra l'avant, emportant avec lui le pilote Suzuki. La chute pour les 2 pilotes derrière Johan, lui, n'avait plus qu'à assurer, tout en se méfiant de ce qui arrivait derrière. Parce que comme un avion de chasse, Aleix Espargaro était galvanisé en fin de course et revenait très fort. Mais
Mais pas de panique pour Johan, il arrivera à contenir l'écart. Fabio Quartararo remporte ce Grand Prix de Portimao en maître haut la main avec plus de 5 secondes d'avance devant Johan Zarco qui offre à la France un joli doublé tricolore et Aleix Espargaro qui lui s'offre un nouveau podium après sa victoire en Argentine. Première victoire de la saison pour Fabio qui lance enfin son championnat et prend la tête du classement général à égalité cela étant avec Alex Rins pour 69 points et devant Espargaro avec 66 points. Classement très serré qui sera sûrement un peu plus clair une fois arrivé à Jerez. Le sujet qui fera beaucoup parler ce week-end, c'est cette course Moto 2. Lors du départ de celle-ci, quelques gouttes de pluie arrivent sur la piste et un drapeau le signalant est donc brandi. Mais pas de quoi alarmer les pilotes, ils roulent à fond sur un énorme rythme et ils prennent beaucoup d'angles, c'est que la piste reste quand même en excellent état. Jusqu'à ce que la pluie s'abatte d'un tour à l'autre sur la piste. Et ça sans que personne ne le voit vraiment arriver. Les gouttes arrivent fort dans le virage 2 et là... c'est l'hécatombe. C'est un total de 11 pilotes qui partiront à la chute instantanément et principalement les leaders de la course à cause de la piste qui est devenue en un tour une véritable patinoire dans le virage 2. Le drapeau rouge est immédiatement sorti forcément et la course est arrêtée. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'aucun pilote n'est resté à terre. Tout le monde a réussi à se relever et rentrer au stand. Pas de bobo général, à part quand même pour Aaron Canet, qui s'est fait une fracture au radius, mais il a été opéré avec succès et il sera présent à Jerez. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Déjà un petit rappel des faits. La course est arrêtée car la pluie s'est intensifiée et un tiers du plateau Moto 2 est tombé assez lourdement. Le souci, c'est qu'en Moto 2, on n'a qu'une seule moto et donc pas de course flag to flag. On peut pas rentrer au stand et prendre une moto avec des pneus pluie, comme on le fait en Moto GP. Donc si une moto tombe et est fortement endommagée dans ce genre de conditions, comment on fait pour repartir? Réparer une moto qui a lourdement chuté, ça prend pas 5 minutes, et ça qu'importe la catégorie. Cela étant, la course n'est pas finie et il faut la relancer et la continuer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut peut-être se dire que la direction de course aurait pu brandir le drapeau rouge bien avant. Sauf qu'au vu des chronos réalisés sur les tours précédents, il n'était pas vraiment possible d'arrêter la course pour si peu de gouttes. Les chronos ne bougeaient pas, ça roulait toujours aussi vite devant. C'est vraiment d'un tour à l'autre que tout a changé. Et il était tout aussi difficile de prévoir que la pluie allait s'abattre ici, à ce moment-là, sur ce circuit. En fait, on peut voir un petit peu la météo, mais il peut très bien pleuvoir au virage 1 et ne pas du tout pleuvoir, même avoir aucune goutte à l'avant-dernier virage. Parce que n'oubliez pas qu'un circuit c'est grand et ça peut être séparé de plus d'1 voire 2 km tout ça. Donc vous vous en doutez, ce genre de situation est assez exceptionnel. Rajoutons aussi à ça les droits télévisuels, le fait que les spectateurs attendaient, plus aussi le fait que les pilotes lèvent de moins en moins le bras pour quelques gouttes de pluie maintenant, parce qu'on veut absolument performer, bref. Tout un tas de petites choses qui ont conduit à cette situation. S'engagent donc des procédures réglementaires pendant ce moment de pause à réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour relancer potentiellement la course. Et là, c'est une décision assez délicate qui a été prise. Une course de 7 tours va être lancée, mais pour y participer, il y a certaines conditions comme ramener la moto dans les stands suivant les 5 minutes après l'incident, le tout sans prendre de raccourci et pour couronner le tout, aucun des pilotes ayant chuté ne sera autorisé à repartir. Au final, 11 absents sur ce nouveau départ. Encore une fois, tout cela s'applique au vu du règlement, de la sécurité, des droits TV, aussi du fait que les pilotes Moto 2 n'ont qu'une seule moto. Et donc si jamais ça chute, ça peut pas repartir si la moto est fortement endommagée. N'oubliez pas aussi qu'il y a des spectateurs sur place qui eux attendent la suite de l'événement. Décision ultra dure à prendre, mais finalement assez compréhensible. Cela étant, on est bien d'accord, je pense que ceux qui ont chuté se retrouvent pénalisés dans un sens. Alors je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est une situation tellement délicate. Je vous laisse me dire, je suis curieux de vous lire et pourquoi pas on pourra en débattre dans une nouvelle vidéo un jour. Au final, le deuxième départ de cette course récompensera principalement 2 pilotes. Tout d'abord, Celestino Vietti, qui est leader du championnat et qui termine deuxième de cette course et qui prend donc énormément de points un petit peu gratuitement sur ses adversaires au championnat, qui eux sont tous tombés au premier départ. Et on a aussi Joe Roberts qui vient s'offrir sa première victoire avec une très belle avance d'ailleurs et qui devient non seulement le premier américain à s'imposer en catégorie intermédiaire depuis 1990 avec la victoire de John Kosinski en 250 au GP d'Australie, mais aussi le premier américain à gagner depuis 11 ans en Grand Prix, le dernier étant Ben Spies à Assen en MotoGP, tout ça en 2011. Un sprint de 7 tours qui voit un américain s'imposer, il fallait le prédire celui-ci. Joe Roberts s'impose donc pour la première fois de sa carrière en Grand Prix devant Celestino Vietti et Jorge Navarro qui arrivera à prendre cette 3e place et des points qu'il cherche depuis quelques temps maintenant d'ailleurs. Niveau championnat, Celestino Vietti vient accroître son avance de 20 points supplémentaires presque gratuitement sur ses adversaires et est désormais à 90 points, soit 34 d'avance sur Ayogura et c'est 56 points. Autant dire que l'Italien a plus qu'une belle avance pour la suite de la saison. Voilà mesdames et messieurs, ce récap en 3 points et pas en 5 exceptionnellement est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse débattre de tout ça en commentaire. C'était assez difficile de savoir quoi dire et comment le dire parce que la situation en Moto 2 était assez exceptionnelle.
Encore désolé pour le manque de vidéos hier, j'étais malade, c'est des choses qui arrivent, c'est même je crois la première fois que je fais pas de vidéo parce que je suis malade. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter, partager, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bon Grand Prix de Jerez ce week-end et V à tous.